Ma sœur a dit, trouve quelqu'un d'autre, il est à moi maintenant. Le mariage aura lieu bientôt, a ajouté ma mère. Je les ai ignorés, parce que cela faisait déjà partie de mon plan. Et au moment où le mariage a finalement été organisé, c'est ma sœur qui suppliait désespérément de l'annuler. Ma mère a forcé mon petit ami à épouser ma sœur, mais elle ne savait pas que j'avais déjà préparé leur chute. Je suis Regina, j'ai 27 ans, et j'ai passé 3 ans de ma vie à construire un avenir pour un homme qui était occupé à détruire le mien dans mon dos. La trahison ne s'est pas produite dans l'ombre. Elle s'est produite juste à notre table de dîner du dimanche à Portland. Ma mère, Myriam, n'a même pas scié lorsqu'elle a posé sa main sur celle de mon petit ami, Clinton, et a annoncé qu'il serait le partenaire parfait pour ma petite sœur, Jade. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit que, parce que j'étais autonome, je n'avais pas autant besoin d'un mari prospère que Jade. Jade n'avait pas l'air coupable. Elle avait l'air triomphante. Elle s'est penchée et a chuchoté, « Trouve quelqu'un d'autre. Il est à moi maintenant. » Alors que Clinton fixait son assiette, refusant de croiser mon regard, ma mère a ajouté avec un sourire glacial, « Le mariage aura lieu bientôt, et tu seras la demoiselle d'honneur. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement pris une gorgée de mon vin et j'ai hoché la tête. Il pensait qu'il me dépouillait de mon avenir, mais il n'avait aucune idée que j'avais déjà vu les relevés bancaires et les messages supprimés. Chaque centime que Clinton a utilisé pour créer son entreprise provenait de mon héritage, et le bail de son bureau luxueux était uniquement à mon nom. Il voulait un mariage. J'allais leur offrir une performance qu'ils n'oublieraient jamais. Une performance qui ne leur laisserait rien d'autre que les vêtements qu'ils portaient sur le dos. Avant que je ne révèle le moment où leur monde parfait s'est transformé en cauchemar, faites-moi savoir depuis quelle ville vous regardez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de transformer une trahison familiale en une victoire froide et calculée. En grandissant dans les banlieues de Portland balayées par la pluie, mon rôle dans la famille avait toujours été celui de l'encre désignée, tandis que Jade était le cerf-volant autorisé à voleter sans but dans le vent. Ma mère, Myriam Vance, dirigeait notre foyer comme un club social à enjeux élevés, où l'adhésion se méritait par la beauté et la soumission, 2 choses dont elle estimait que je manquais. Pendant que je passais mes années d'adolescence penché sur d'anciens manuscrits, apprenant la chimie délicate de la restauration de papier, Jade était dehors à pratiquer sa démarche de concours de beauté ou à dépenser les économies décroissantes de ma mère dans des vêtements de créateur. Myriam n'a jamais considéré mes réussites scolaires comme des atouts. Elle les voyait comme un plan de secours ennuyeux pour une fille qui n'était pas assez commercialisable pour se marier dans l'élite de Portland. Cette dynamique n'a fait que s'intensifier lorsque Clinton est entré dans le tableau lors de ma dernière année d'études supérieures. À l'époque, Clinton était un jeune architecte en difficulté avec une montagne de dettes étudiantes et une garde-robe de costumes de friperie qu'il essayait désespérément de faire passer pour de la haute couture vintage. J'ai vu du potentiel là où d'autres voyaient un perdant, tombant sous le charme de ses discours ambitieux et de la façon dont il me regardait quand il avait besoin d'un prêt. Sur 3 ans, je suis devenu son bienfaiteur silencieux, injectant $60 000 de mes économies durement gagnées dans son cabinet d'architecture. J'ai payé pour le logiciel de rendu haut de gamme, le bureau en acajou qui le faisait ressembler à un président-directeur général, et même le bail de son bureau dans le quartier de Pearl District. Myriam est soudainement devenue sa plus grande fan, non pas parce qu'elle l'aimait bien, mais parce qu'elle voyait un homme qui grimpait enfin, ignorante du fait que c'était moi qui fournissais l'échelle. Les premières fissures dans ma réalité soigneusement construite sont apparues il y a 4 mois, un mardi après-midi, lorsque je suis rentré tôt du musée pour surprendre Clinton avec un déjeuner. Alors que je marchais vers la porte de son bureau, j'ai entendu le petit rire aigu de Jade résonner de l'intérieur. Je me suis arrêté, ma main planant au-dessus de la poignée alors que la voix de Myriam fendait l'air, tranchante et calculatrice. Elle ne les grondait pas, elle les préparait. Ma mère disait à Clinton qu'un homme avec son statut grandissant avait besoin d'une épouse capable d'organiser un gala, et non de quelqu'un qui passait ses journées couvertes de poussière et de colle. Elle lui a explicitement dit que mon héritage de ma grand-mère serait suffisant pour régler ses dettes restantes s'il jouait bien ses cartes avec la famille. Je ne suis pas entré en trombe comme une femme bafouée dans un feuilleton bon marché. Je suis resté figé dans le couloir à écouter Jade se vanter de la facilité avec laquelle il était possible de me manipuler pour que je paie leur voyage d'affaires du week-end sur la côte. La trahison avait le goût de la cendre dans ma bouche. J'ai réalisé alors que ma relation n'était pas un partenariat. C'était un investissement à long terme qu'il prévoyait de liquider sans mon consentement. Ce soir-là, au lieu de les confronter autour d'un dîner froid,
je me suis assise dans mon studio à domicile et j'ai commencé un type de projet de restauration très différent. J'ai sorti le bail original du bureau de Clinton et l'accord de partenariat que j'avais insisté pour qu'il signe il y a 2 ans. Clinton avait tellement envie d'argent à l'époque qu'il n'avait pas remarqué la clause de retrait à volonté que j'avais insérée, me permettant de récupérer mon investissement en capital avec un préavis de seulement 30 jours. Pendant que Myriam était occupée à choisir des arrangements floraux pour un mariage qui n'avait pas encore été annoncé, je documentais chaque virement bancaire et chaque message nocturne entre mon petit ami et ma sœur que j'avais récupéré sur notre iPad partagé. Je les ai observés pendant des semaines, prétendant être la partenaire solidaire et ignorante, pendant que je consultais discrètement un expert comptable judiciaire. J'avais besoin de savoir exactement quelle part de mon âme j'avais investi dans ces personnes avant de démolir toute la fondation. Les lumières fluorescentes du cabinet d'avocats du centre-ville de Portland semblaient cliniques et froides, correspondant à la précision des documents étalés sur la table de conférence en acajou. J'étais assise en face d'Arthur Sterling, un homme dont la réputation pour démanteler les fraudeurs d'entreprise était aussi tranchante que le pli de son costume anthracite. À 35 ans, Arthur possédait une autorité tranquille qui forçait le respect. Et alors qu'il feuilletait l'accord de partenariat que j'avais rédigé pour l'entreprise de Clinton, ses sourcils se sont légèrement levés. Il ne m'a pas demandé pourquoi je faisais cela. Dans son domaine d'expertise, le pourquoi était généralement écrit sur les visages striés de larmes des conjoints trahis. Mais je ne pleurais pas. Je calculais le coût exact de ma dignité, et je m'assurais que Clinton Vance, un nom qu'il n'avait pas mérité, mais qu'il désirait désespérément, rembourserait chaque centime avec les intérêts. Arthur a pointé du doigt un paragraphe spécifique dans le contrat de location du bureau du Pearl District, un bien immobilier de premier choix que j'avais personnellement garanti en utilisant l'excellente cote de crédit de ma grand-mère. Parce que le bail était techniquement à mon nom en tant que garant principal, je détenais le pouvoir de résilier l'occupation avec un préavis de 30 jours si le sous-locataire, le cabinet d'architecture de Clinton, ne respectait pas certaines exigences de liquidité. J'avais délibérément fixé ces exigences à un niveau élevé, sachant que Clinton canalisait ses bénéfices vers des montres coûteuses et des escapades de week-end pour Jade plutôt que de garder suffisamment d'argent sur le compte de l'entreprise. Myriam lui avait appris à paraître riche, mais elle ne lui avait pas appris à gérer un bilan financier, et cet oubli était sur le point de devenir sa plus grande vulnérabilité. Pour les 3 heures qui ont suivi, nous avons méticuleusement déconstruit les liens financiers qui me liaient à l'homme qui planifiait actuellement une vie avec ma sœur. Le stylo d'Arthur se déplaçait comme un scalpel, retirant mon nom des comptes conjoints et rédigeant un avis formel de retrait de capital. Selon les documents, j'avais le droit de récupérer mes 60 000 $ dans le mois suivant le dépôt de la demande, où je pouvais initier une liquidation forcée des actifs de l'entreprise pour récupérer mon investissement. J'ai regardé la machine juridique se mettre en marche, ressentant un étrange sentiment de détachement. Il ne s'agissait plus d'un cœur brisé. C'était une transaction commerciale, et j'étais l'actionnaire majoritaire reprenant mon pouvoir. Quand je suis retourné à la maison ce soir-là, l'atmosphère était lourde du parfum des lys et du bourdonnement de l'excitation de Myriam alors qu'elle drapait des tissus coûteux sur le canapé. Elle n'a pas levé les yeux de son organisateur de mariage, sa voix légère alors qu'elle me disait qu'elle avait trouvé le lieu parfait sur la côte, un lieu qui coûterait près de 15 000 $ pour le week-end. Je savais exactement quelle carte de crédit elle comptait utiliser pour la compte. Au lieu de me disputer, je me suis assise à côté d'elle et j'ai regardé les croquis pour la robe de Jade, hochant la tête au bon moment, tandis que mon téléphone vibrait dans ma poche avec un courrier électronique de confirmation de la banque. J'avais réussi à transférer mes économies principales vers un compte privé à Seattle, ne laissant que quelques centaines de dollars sur notre fonds de ménage partagé. La main de Myriam a effleuré la mienne, ses yeux brillant d'une sorte d'affection prédatrice alors qu'elle mentionnait que Clinton avait besoin d'un peu plus de soutien temporaire pour finaliser un projet majeur avant la grande annonce. J'ai souri, le genre d'expression qui n'atteignait pas mes yeux, et je lui ai dit que je m'en occuperais le matin. Elle m'a tapoté la joue, m'appelant sa fille fiable, une expression qui ressemblait généralement à une cage, mais qui sonnait maintenant comme un glas pour ses ambitions. Elle ne réalisait pas que le soutien que je préparais n'était pas un virement bancaire, mais une assignation en justice qui serait livrée au bureau de Clinton au moment où je franchirais la frontière de l'État. Chaque fois qu'ils riaient ensemble dans la cuisine ou que Jade exhibait un nouveau bracelet que mon argent avait payé, j'ajoutais simplement une autre ligne au registre de leur ruine imminente. Le bruit du ruban adhésif déchirant le silence de ma chambre fut le seul adieu que j'avais l'intention de faire à la maison qui ressemblait depuis longtemps à une cage dorée. Il était 3:00 heure par un mardi matin pluvieux, exactement 7 jours avant la cérémonie de mariage que Myriam avait orchestrée avec une telle joie prédatrice.
J'ai agi avec l'efficacité clinique d'une restauratrice, n'emballant que mes outils spécialisés, les journaux de ma grand-mère et les documents essentiels qu'Arthur avait finalisés pour moi 48 heures auparavant. Il n'y avait aucune photographie de Clinton dans ma valise, ni aucun souvenir du lien fraternel que Jade avait incinéré au moment où elle s'était glissée dans mon lit. J'ai laissé les meubles, le linge de maison coûteux que j'avais acheté, et même la bague de fiançailles que Clinton m'avait donnée, une bague dont j'ai découvert plus tard qu'elle avait été achetée en utilisant une ligne de crédit que j'avais co-signée sans le savoir. À 5:00 heure du matin, mon véhicule utilitaire sport argenté était chargé, et le ciel gris de Portland commençait à pleurer contre le pare-brise. J'ai conduit devant le bureau de Clinton dans le Pearl District une dernière fois, regardant les lumières de sécurité clignoter au-dessus du bureau en acajou que j'avais payé en totalité. Mon avocat avait déjà envoyé l'avis officiel de retrait immédiat de capital par courrier certifié, programmé pour arriver à 9:00 heure précise, au moment où Clinton ouvrirait son expresso matinal. Cet avis était accompagné de la résiliation de la garantie de location. Sans ma signature et les $60 000 que je récupérais, le compte d'exploitation de l'entreprise afficherait un solde négatif avant le déjeuner. Le trajet jusqu'à Seattle fut un flou d'arbres à feuilles persistantes et la lourde réalisation que, pour la première fois en 27 ans, je n'étais plus la fille fiable que tout le monde tenait pour acquise. Je me suis installé dans un modeste appartement d'entreprise surplombant la baie d'Elliott, un espace qui sentait le nettoyant au citron et l'anonymat, et j'ai enfin senti le poids dans ma poitrine commencer à se lever. Je n'ai pas allumé mon téléphone avant d'être en sécurité dans mon nouveau studio, où la première chose à faire a été de changer chaque mot de passe de mes comptes privés et de configurer une nouvelle identité professionnelle. J'avais obtenu un poste de haut niveau en tant que consultante principale pour le musée d'art de Seattle il y a des semaines. Une décision que j'avais gardée entièrement secrète pendant que Myriam était occupée à se disputer avec les fleuristes sur la teinte des robes des demoiselles d'honneur de Jade. De retour à Portland, l'explosion ne faisait probablement que commencer. J'avais laissé une seule enveloppe blanche sur l'îlot de la cuisine adressée à l'heureux couple et à ma mère. À l'intérieur, il n'y avait pas de carte sentimentale ni de chèque pour la compte du lieu de réception qu'ils attendaient. C'était un tableur concis détaillant chaque dollar à moi qu'ils avaient dépensé au cours des 3 dernières années, à côté de l'assignation en justice pour le remboursement des prêts personnels que j'avais accordés à Clinton. J'avais pris soin d'inclure les photos horodatées de leur voyage d'affaires que le détective privé d'Arthur avait rassemblées. Je voulais qu'ils sachent que je n'avais pas été aveuglé par l'amour. Je les avais observés avec la même minutie que j'appliquais à une peinture contrefaite. Alors que le soleil commençait à se coucher sur le nord-ouest du Pacifique, mon téléphone a explosé sous un barrage d'appels et de messages de Myriam, Clinton et Jade. J'ai regardé l'écran briller de leur désespoir, mais je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Les messages de Myriam sont passés rapidement d'une fausse inquiétude à des accusations venimeuses, me qualifiant d'enfant ingrate qui essayait de ruiner la réputation de sa sœur. Les messages de Jade étaient encore plus courts, principalement des demandes pour le mot de passe de la carte de crédit partagée que j'avais annulée en franchissant la frontière de l'État. Je me suis assise près de la fenêtre en regardant les traversiers glisser sur les eaux sombres du Puget Sound et j'ai ressenti un profond sentiment de paix. La fille fiable était morte, et à sa place se trouvait une femme qui savait exactement combien valait son silence. L'air vif et salé de Seattle ressemblait à un tonique pour une âme qui avait suffoqué sous la canopée humide des attentes de Portland. Dans les 6 mois suivant mon départ, mon studio dans le quartier international était devenu un sanctuaire de silence et de précision. Où je passais mes journées à restaurer des manuscrits du XIVe siècle pour des collectionneurs privés qui valorisaient mon expertise plus que ma mère ne l'avait jamais fait. Ma carrière n'a pas seulement prospéré, elle s'est enflammée. Je n'étais plus la fille fiable réparant les dégâts de ma sœur. J'étais Regina, la spécialiste dont le toucher pouvait redonner vie à une histoire en ruine. C'est lors d'une vente aux enchères à enjeux élevés au Rainier Club que j'ai repris contact avec Arthur Sterling, l'homme qui m'avait aidé à orchestrer mon évasion. Il n'était plus seulement un conseiller juridique. Il était devenu une présence constante dans ma nouvelle vie, un homme qui comprenait que le pouvoir ne se criait pas, mais se chuchotait à travers des contrats inébranlables et un silence stratégique. Arthur évoluait dans le monde de l'élite de Seattle avec une confiance tranquille qui reflétait la mienne. Nous avons partagé des dîners à Pike Place où nous avons discuté de l'intersection du droit et de l'arrêt. Lentement, les frontières professionnelles ont commencé à s'estomper pour devenir quelque chose de beaucoup plus profond. Il ne m'a pas offert de platitudes creuses sur le pardon et l'oubli. Au lieu de cela, il a célébré ma force de m'être choisi moi-même. À la fin de ma première année dans l'État de Washington, nous étions plus que des partenaires au sens juridique. Nous étions un duo redoutable,
construisant une vie fondée sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance parasitaire que j'avais connue avec Clinton. L'influence d'Arthur a ouvert des portes dont j'ignorais l'existence. Et pour la première fois, je me suis senti vraiment vu, non pas comme une source de capital, mais comme une égale. Pendant que mon monde s'élargissait vers un horizon de verre et d'acier, les nouvelles de Portland livrées par des mises à jour occasionnelles d'un ancien collègue peignaient l'image d'un accident de train au ralenti. L'entreprise de Clinton n'avait pas seulement lutté. Elle avait implosé dans les 48 heures suivant mon avis de retrait. Sans les 60 000 $ de fonds de roulement que j'avais récupérés, ils ne pouvaient pas payer les salaires ni payer le loyer exorbitant du bureau du Pearl District que j'avais garanti. Le cabinet prestigieux dont Myriam s'était vanté s'était révélé pour ce qu'il était vraiment, un château de cartes construit sur mon crédit. Clinton a été forcé de déplacer son équipement restant dans un espace de stockage, sa réputation dans la communauté architecturale locale anéantie par la nouvelle de son instabilité financière et de l'assignation en justice pour mes prêts impayés. Le mariage que Myriam avait insisté pour faire l'événement mondain de l'année avait été une affaire lugubre et précipitée dans le sous-sol d'un palais de justice, bien loin du gala côtier qu'elle avait imaginé. Jade, qui avait rêvé d'être une femme trophée, s'est retrouvée mariée à un homme dont la cote de crédit était au plus bas et dont le seul actif était une montagne de dettes. Mon ancien collègue a mentionné que Myriam avait été forcée de contracter une deuxième hypothèque sur la maison familiale juste pour garder l'électricité allumée, son riche futur gendre étant maintenant un accessoire permanent sur le canapé de son salon. Les messages de leur part avaient cessé depuis longtemps, remplacés par un silence lourd et rancunier que j'accueillais volontiers. Ils étaient piégés dans la réalité qu'ils avaient créée, un cycle de pauvreté et de blâme qu'aucune manœuvre sociale de Myriam ne pouvait réparer. Alors que je me tenais sur le balcon de l'appartement-terrasse dans lequel Arthur et moi avions récemment emménagé, regardant les traversiers traverser le Puget Sound, j'ai réalisé que mon succès était la seule vengeance qui comptait. J'avais construit une réputation qui n'appartenait qu'à moi et une relation qui ne m'obligeait pas à me diminuer. J'avais entendu dire par le bouche à oreille que Clinton travaillait maintenant dans un emploi de dessinateur de bas niveau pour une entreprise dont il se moquait autrefois et que Jade publiait constamment des photos filtrées sur les réseaux sociaux pour cacher le fait qu'il vivait d'un salaire. À l'autre, je ne ressentais pas de joie face à leur souffrance, mais je ressentais un profond sentiment de justice. Les fondations que j'avais retirées sous eux n'étaient pas seulement de l'argent. C'était l'air même qu'ils respiraient. Et sans cela, ils apprenaient enfin le véritable coup de leur trahison. Le silence de mon bureau de Seattle a été brisé par une vibration persistante sur mon bureau, un numéro de Portland que je n'avais pas vu depuis plus de 4 ans, mais que j'ai reconnu instantanément. C'était un mardi froid de novembre, le genre de journée où la pluie rendait la ville grise et estompait les contours des gratte-ciel par ma fenêtre. J'ai laissé sonner jusqu'à la toute dernière seconde avant de décrocher. Ma voix était stable et dépourvue de la chaleur que Myriam Vance avait autrefois utilisée pour me manipuler. Elle n'a pas commencé par des excuses ou une question sur ma vie. Au lieu de cela, elle s'est lancée dans un monologue frénétique et aigu sur la loyauté et les obligations familiales qui ressemblaient à un scénario répété d'une femme désespérée. Sa voix était plus faible que dans mes souvenirs, dépourvue de l'autorité tranchante qui avait autrefois régné sur notre foyer avec une main de fer dans un gant de velours. Myriam appelée Pars la banque avait finalement émis un avis de saisie sur la maison familiale, la maison de style colonial qui avait été la pièce maîtresse de son identité sociale. Elle a affirmé que l'incapacité de Clinton à rembourser les prêts commerciaux que j'avais exigés il y a des années avait déclenché un effet domino de dette qui avait finalement atteint le pas de sa porte. Elle avait besoin de 50 000 $ d'ici vendredi pour arrêter la vente aux enchères, une somme dont elle parlait comme s'il s'agissait d'un inconvénient mineur que je devrais être heureuse de résoudre. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, écoutant la pluie battre contre la vitre, et j'ai ressenti un étrange sentiment de détachement. La fille fiable qu'elle cherchait était morte la nuit où elle avait échangé mon bonheur contre la vanité de Jade, et je le lui ai dit avec une clarté qui l'a fait halter. Alors que la conversation dégénérait, la façade d'inquiétude maternelle de Myriam s'est effondrée, révélant la femme amère et calculatrice en dessous qui m'avait toujours considéré comme une ressource plutôt que comme une fille. Elle m'a accusé d'avoir le cœur froid et a affirmé qu'Arthur Sterling m'avait lavé le cerveau pour que je déteste mon propre sang, ignorante du fait que j'avais trouvé ma propre force bien avant qu'il ne devienne mon partenaire. Je l'ai informé que mes conseillers financiers avaient strictement interdit tout don de charité à haut risque à des individus ayant des cotes de crédit défaillantes, une phrase qui l'a frappé plus durement que n'importe quelle insulte. La femme qui avait autrefois critiqué chaque aspect de mon apparence mendiait maintenant une bouée de sauvetage à la personne même qu'elle avait rejetée comme invendable.
La nouvelle de leur déclin était un rappel brutal de la réalité de la vie en Amérique lorsque vous perdez vos fondations financières. Sans mon capital et la stabilité que j'avais fournie, ils avaient passé 4 ans à se cannibaliser mutuellement dans une maison qui était maintenant un monument à leurs échecs partagés. Jade travaillait apparemment en double service dans un restaurant juste pour couvrir les intérêts de leur dette de carte de crédit. Ses rêves d'être une femme trophée ont été remplacés par l'épuisement d'une femme mariée à un homme qui n'avait jamais appris à travailler. Clinton, autrefois l'étoile montante de la scène architecturale de Portland, était maintenant un paria, son nom synonyme d'instabilité professionnelle et de dettes impayées. Ils avaient essayé de construire une vie sur les os de mon sacrifice. Et maintenant, ils découvraient que ces os n'étaient pas du tout assez solides pour supporter leur cupidité. J'ai mis fin à l'appel avec une finalité qui ne laissait aucune place à la négociation, bloquant le numéro de Myriam avant qu'elle ne puisse se lancer dans une autre série d'accusations. Je n'ai pas ressenti une vague de joie, mais j'ai ressenti un profond sentiment de clôture. Le genre de paix qui vient de la certitude que vous ne devez rien aux personnes qui ont essayé de tout prendre. Plus tard ce soir-là, alors que je me tenais dans notre cuisine à regarder Arthur préparer le dîner, il a croisé mon regard et a su exactement ce qui s'était passé sans que je dise un mot. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il m'a simplement versé un verre de vin et m'a rappelé que la vie que nous avions construite n'appartenait qu'à nous. Les ombres de Portland reculaient enfin, ne laissant que la réalité brillante et claire du succès que j'avais mérité et de l'amour qui était basé sur la vérité plutôt que sur la manipulation. Les lustres en cristal de la salle de bal de l'hôtel Fairmont Olympique jetaient une lumière brillante et fracturée sur l'élite des mondes de l'art et du droit de Seattle, une mer de soie et de laine sur mesure qui semblait à des années-lumière des ombres humides de mon passé. C'était le gala du 5e anniversaire de notre entreprise, une soirée dédiée au succès qu'Arthur Sterling et moi avions construit sur les cendres de mon ancienne vie. Je me tenais près du piano à queue, ma main posée sur le bras d'Arthur, ressentant un profond sentiment d'appartenance qui n'avait rien à voir avec la robe émeraude coûteuse que je portais. J'étais Regina, une femme dont le nom avait désormais du poids dans cette ville, bien loin de la fille fiable que Myriam avait essayé d'enterrer à Portland. Cependant, la paix soigneusement organisée de la soirée a été brisée lorsque les lourdes portes en chêne à l'arrière de la salle se sont ouvertes, admettant 3 figures qui ressemblaient à des fantômes d'un cauchemar dont j'avais depuis longtemps grandi. Myriam Vance a mené l'intrusion, son manteau autrefois immaculé maintenant effiloché aux manches, ses yeux parcourant la pièce avec un mélange d'admiration et de désespoir prédateur. Derrière elle se tenait Jade, dont le sourire forcé et le maquillage lourd ne pouvaient cacher l'épuisement de 4 années de rêves brisés et de double service. Clinton est entré en dernier, les épaules voûtées, portant un costume qui était 2 tailles trop grand et sentait légèrement la naphtaline, une ombre pathétique de l'étoile montante que j'avais autrefois financée. Ils n'avaient pas leur place dans cette pièce de pouvoir tranquille. Ils ressemblaient à une tache sur un chef-d'œuvre. Alors qu'ils marchaient vers le centre de la salle de bal, le bourdonnement de la conversation s'est éteint, remplacé par un silence étouffant alors que l'élite de la ville regardait le drame se dérouler avec une curiosité morbide. Myriam n'a pas attendu d'introduction. Elle a attrapé mon bras, ses doigts s'enfonçant dans ma peau avec une force née d'une panique pure. Elle a commencé à gémir sur la cruauté familiale et les héritages volés, affirmant à quiconque voulait l'entendre que j'avais construit ma fortune en volant ma propre mère et ma propre sœur. Jade est intervenue, sa voix se brisant alors qu'elle m'accusait de ruiner son mariage et de les laisser pourrir dans une maison que la banque avait finalement reprise. Il pensait pouvoir me faire honte pour me soumettre, croyant que mon désir de statut social me ferait écrire un chèque juste pour les faire partir. Il ne réalisait pas que la femme qui se tenait devant eux ne se souciait plus de leur version de la vérité. J'avais les reçus et j'étais plus qu'heureuse de les afficher. Je ne me suis pas éloigné. Au lieu de cela, j'ai fait signe au système multimédia intégré de la salle de bal d'afficher les dernières diapositives de notre présentation d'anniversaire, mais avec un ajout stratégique. Je me suis penché près de Myriam, ma voix un murmure froid qui a porté à travers la salle silencieuse. Tu voulais que le monde voie notre famille, mère. Montrons-leur. J'ai fait un geste vers les écrans massifs derrière nous, qui affichaient maintenant une chronologie des virements bancaires de mes comptes personnels vers l'entreprise en faillite de Clinton, suivi des photos de leur trahison prises par le détective privé. Les halètements du public ont été comme une vague physique. J'ai calmement expliqué à la salle que ces soi-disant victimes étaient des individus qui avaient été poursuivis pour fraude et rupture de contrat et que leur présence ici était un acte d'extorsion désespéré. Arthur s'est alors avancé, sa présence comme un mur de granit entre moi et les personnes qui avaient essayé de consumer mon âme. Il n'a pas élevé la voix, mais le poids juridique derrière ces mots a fait visiblement trembler Clinton.
Il les a informés qu'une ordonnance restrictive avait déjà été rédigée et que la police attendait actuellement dans le hall pour les escorter hors de la propriété pour intrusion. Le regard de choc pur et inaltéré sur le visage de Myriam lorsqu'elle a réalisé que ses pitreries avaient échoué a été la restauration la plus satisfaisante que j'ai jamais effectuée. Ils n'étaient pas seulement expulsés d'une fête. Ils étaient effacés de la vie que j'avais construite. Alors que l'équipe de sécurité s'approchait pour les emmener, j'ai pris une gorgée de mon champagne et je leur ai tourné le dos, fermant enfin le livre sur la tragédie de Portland une fois pour toutes. Les conséquences du gala ont été une symphonie de documents juridiques et le bruit sourd et lourd des portes se fermant pour toujours. Dans les 48 heures, l'équipe juridique d'Arthur avait obtenu une ordonnance restrictive permanente, garantissant que Myriam, Jade et Clinton ne mettraient plus jamais les pieds à Seattle ou près de ma vie. Le spectacle qu'ils avaient essayé de créer s'est retourné contre eux avec une précision clinique que seule une femme formée à la restauration pouvait apprécier. À Portland, la nouvelle de l'humiliation publique de Clinton et les preuves de sa fraude financière ont conduit à la révocation immédiate de sa licence d'architecte. Il n'était pas seulement fauché. Il était professionnellement éteint. Un homme qui avait échangé son intégrité contre une place à une table qui ne lui avait jamais appartenu pour commencer. La maison coloniale de Myriam a été vendue aux enchères par le shérif 2 semaines plus tard. La clôture blanche était un rappel creux de la famille parfaite qu'elle avait essayé de construire sur une fondation de mensonges. Elle a emménagé dans un appartement exigu d'une chambre à la périphérie de la ville, son statut social s'étant évaporé, et ses amis de l'élite introuvables. Jade, la sœur qui avait chuchoté que Clinton était à elle maintenant, obtenait enfin ce qu'elle voulait, toute son attention, bien que celle-ci soit maintenant dépensée dans le silence amer d'un mariage alimenté par le ressentiment et la pauvreté. Elle passait ses journées à travailler à la caisse d'une quincaillerie locale. Ses mains autrefois manucurées avec mon argent étaient maintenant rendues rugueuses par la réalité d'une vie qu'elle avait choisie pour elle-même. Ma propre vie reniflement s'est élargie de manière que je croyais autrefois impossible. 2 ans après la confrontation, Arthur et moi avons accueilli notre fille Emma, suivie peu après par notre fils, Noah. Alors que je les tiens dans mes bras, je fais le vœu silencieux de ne jamais faire de favoritisme, de les voir exactement pour ce qu'ils sont, et de fournir une fondation de vérité plutôt que de manipulation. En regardant Arthur avec nos enfants, patients, attentifs et sincèrement fiers de leurs moindres étapes, j'ai réalisé que la trahison à Portland n'était pas une tragédie, mais un élagage nécessaire. Cela a éliminé les mauvaises herbes toxiques pour qu'un amour véritable et durable puisse enfin prendre racine. Je suis Regina Sterling et je ne porte plus le poids d'être la fille fiable. J'ai réalisé que le contraire de l'amour n'est pas la haine. C'est l'indifférence. Je ne leur souhaite pas de mal, mais je ne leur souhaite rien du tout. Ils ne sont qu'une note de bas de page dans une histoire que j'ai réécrite de mes propres mains. Alors que je me tiens sur notre balcon en regardant le lever du soleil sur le Puget Sound, je sais que ma victoire ultime n'était pas la richesse ou le succès. C'était le moment où j'ai réalisé que j'étais la seule à pouvoir décider comment mon histoire se terminait. Parfois, les plus grands cadeaux de la vie se présentent sous les traits de ses coups les plus cruels, nous redirigeant vers un chemin qui mène à un endroit bien meilleur que nous ne l'avions jamais imaginé.